Bien, il est 7 h. On attend Bertrand donc, qui arrive de Saint-Émilion, le train de 7h02. Donc logiquement, on devrait l'accueillir pour passer une journée ensemble et se balader dans la French Tech bordelaise. Salut Bertrand, tu vas bien? Ça va et toi? Bon trajet? Ouais, impeccable. Écoute, depuis Saint-Émilion, on vient c'est rapide. à la capitale Bon. découvrir une journée exceptionnelle, ensoleillée. C'est pareil, 12 rendez-vous enchaînés. Et jusqu'à ce soir, un petit peu tard, mais de toute façon, dispo. Toujours. Découverte, curieux? Très, tu le sais. Pas très connaisseur, donc forcément, C'est ce qu'on cherchait. cette fameuse terre inconnue. Eh bien c'est parti. Bon écoute Bertrand, là je le sens pas du tout pour se garer dans le coin. Je te propose qu'on essaye parking facile. Apparemment, il y a un truc pas loin. Qu'est-ce que c'est? Alors, parking facile, je t'explique. C'est... Tu connais Airbnb? Ça va de soi. Tu connais Airbnb? Eh ben c'est un peu la même chose, sauf qu'au lieu de prêter ton appart ou de louer ton appart, ta chambre, ben, c'est ta place de parking. T'es sûr Et que la ça marche, commande est ce passée. truc-là? Eh ben écoute, la commande est passée. Normalement, quand on arrive sur Ouais, place... enfin, il y a quelqu'un pour ouvrir la porte? Comment ça va Alors faire? justement, ça se fait automatiquement avec le système. Non. C'est ça qui est sympa. C'est qu'il y a quand même un peu de techno qui est embarqué. On rencontrera de toute façon les deux créateurs cet après-midi, tu verras. Donc là, voilà, normalement, c'est le portail qui est juste là. Ok, on va aller voir ça. Tu me connais, je suis un peu sceptique. Et, ah bah regarde. Hop, tu vois le petit écusson là? Parking Ah ouais, dis facile. donc. Allez, On y va alors? on y va. Donc là, tu vois, je suis passé sur notre réservation. Hmm. On le voit ici, c'est marqué entrée 2. Je clique sur le bouton entrée 2. Ça va pas ouvrir, si? Hop là, ça clignote. Donc on y va? C'est magique, hein? Bon, Bon bah nous voilà garés. bah écoute, je dois t'avouer que Voilà. ça marche super bien. C'est quand même super pratique. Et comme tu sais que je suis un peu radin, combien t'as regardé tout à l'heure? Oui, Toi, t'as c'est appuyé, t'as 1 euro de l'heure. Ça devrait aller. Donc tu économises pas loin de 50% par rapport à une place Ouais. normale. Ça C'est marche. intéressant. Bon, convaincu. Bon Bertrand, c'est notre première étape. Et là on va prendre le bateau maintenant pour notre première destination qui, bah, j'espère, constituera une bonne surprise pour toi. J'espère aussi, c'est vrai que c'est un peu inquiétant de se demander où on va. Ouais mais c'est le principe en même temps. C'est vrai, Tu vous t'es avez, engagé, tu le savais. T'as rien voulu nous dire et bon, allez, on est parti. Allez, on y va. Bon bah nous voilà chez Immersion Bertrand, donc bah vas-y, immerge-toi. Merci. Mais en même temps, il y a une espèce de spectacle. Merci en tout cas de nous recevoir dans votre showroom. Merci. Merci à vous de venir. Donc peut-être une petite présentation de l'activité Bien sûr. d'Immersion pour... On peut donc très simplement envoyer du contenu depuis sa tablette ou alors le récupérer sur la table interactive pour notamment, pourquoi pas, échanger des photos, des images 3D, sur Internet évidemment, etc. Tout en fait devient très simplement possible. Est-ce que tu veux manipuler un petit peu Bertrand parce Je vais essayer. C'est vrai que, comme vous le savez, souvent avec moi, c'est un peu compliqué, ça marche rarement, mais je vais quand même essayer d'attraper C'est cette très image. Et ça fonctionne. Je tente. Vous pouvez l'agrandir, vous pouvez donc la déplacer évidemment. Vous pouvez également zoomer à l'intérieur de l'image. D'accord. Parfait. Il y a longtemps que vous avez lancé cette technologie? Alors, Immersion existe depuis 20 ans. Vous avez déjà réfléchi, je suppose, à des applications qui nous serviront dans nos métiers du tourisme? Alors, en fait, ces solutions sont, on va dire, appliquées au monde de l'entreprise dans un premier temps. Elles permettent de partager le contenu pour aider à la décision et améliorer les prises de décision autour des contenus numériques. Très simplement, on comprend ensuite ce que l'on peut faire dans le domaine des
milieu du tourisme, notamment pour imaginer une visite personnalisée, un parcours personnalisé avec des visiteurs. Vous accueillez des visiteurs au sein de votre office de tourisme avec un médiateur ou non, et chacun personnaliser son contenu à partir de documents numériques qui sont à sa disposition et les récupérer très simplement sur son smartphone afin de repartir de l'office de tourisme avec toutes les informations nécessaires. Oui, donc on peut complètement imaginer de créer un parcours qui soit géolocalisé, donc cartographié, avec des informations du type pour la température, des photos, des vidéos, tout ce que l'office de tourisme aura comme contenu mis à disposition. Exactement, et le visiteur fait son choix, prend les informations qui l'intéressent directement, il les récupère sur son smartphone de manière intuitive, d'un simple clic. Toutes ces utilisations sont extrêmement impressionnantes. Il nous appartient maintenant de réfléchir comment on va pouvoir adapter tout ça dans nos métiers avec nos besoins et surtout créer et utiliser toutes ces technologies au service du client. C'est pas juste un joli joujou de présentation, mais c'est avant tout des applications extrêmement utiles et performantes pour développer, je pense, nos activités. Et on est là pour vous accompagner dans cette réflexion. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Très bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Bon bah Bertrand, seconde étape, je te propose qu'on aille direction Darwin. Darwin. Alors Darwin, tu vas voir, c'est le lieu où ça bouge à Bordeaux. Bon, c'est parti. Allez, c'est parti. Où est-ce qu'on va alors? Darwin, nous y voilà. C'est à Darwin. Bon bah voilà, Bertrand, nous voilà à Darwin, donc le nouveau lieu de l'économie créative et alternative de Bordeaux. Donc c'est là que nous attendons notre prochain rendez-vous, qui est hébergé en pépinière, mais comme tu le vois, on est encore en travaux permanents ici et avec des espaces, on va dire plutôt sympas, du coworking, on mange, on boit, on se retrouve dans différents endroits. Allez, parfait. Bonjour Alexandre, merci de nous avoir rejoints. Donc avec toi, on va parler modèle prédictif. Alors, tu as peut-être entendu parler de l'application Tranquillien, qui a un modèle prédictif sur les transports en région Île-de-France. Il y a plein d'autres secteurs d'application. Est-ce que tu peux nous expliquer en une petite minute tes projets et sur quoi tu travailles en ce moment? Donc effectivement, chez Snips, on a essayé de prédire ce qui se passait dans les villes. Pourquoi? Parce que les infrastructures ont du mal à passer à l'échelle avec toute la flux de population qu'il y a et l'urbanisation croissante. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est dit qu'il fallait essayer de prédire longtemps à l'avance pour pouvoir anticiper les problèmes. Et donc un des exemples sur lesquels on a travaillé, c'était avec la SNCF, et c'est un projet qui s'appelle Tranquillien. Et l'objectif, c'était de donner aux voyageurs une information assez claire sur est-ce que leur train va être bondé ou vide, en gros. Et donc moi, en tant qu'utilisateur, je rentre le numéro de mon train et je peux voir quelles sont les rames bondées ou avec de la place où je peux m'asseoir. Donc il y a un vrai service qui Et est dans le rendu à futur en l'utilisateur. fait. C'est ça l'intérêt, c'est que ce soit dans le futur. C'est-à-dire par exemple un cas d'usage, c'est je suis au travail et je me demande est-ce que je prends le train de 20h42 ou celui de 21h par exemple. Et souvent on voit la différence, on voit quand ça commence à se vider. Et après ça dépend aussi vraiment du contexte. C'est-à-dire que s'il y a une grève, bah là il y a un autre comportement à avoir. On peut anticiper en fait son agenda pour être plus confortablement ainsi. Est-ce que ça t'évoque des choses dans ce contexte? C'est assez impressionnant puisque dans le tourisme, voilà, ce sont les questions forcément qu'on se pose. À telle date, à telle heure, tel jour de la semaine, j'ai tel flux et tel volume d'activité. À telle heure, la visite est toujours plus remplie qu'une autre. Aujourd'hui, nous, on est à peu près capable de commencer à le savoir, mais on ne sait pas l'exploiter. Qu'est-ce que vous pourriez nous apporter? Donc on commence à être assez fort sur prédire l'affluence dans certains endroits. On avait fait un modèle pour la Poste qui marchait très bien, à savoir l'objectif c'était de prédire combien de personnes entrent dans un bureau de poste et le temps qu'il fallait pour répondre aux besoins des clients.
Et ce modèle-là, en fait, le challenge, c'était de prédire à l'heure près le nombre de gens qui vont venir, mais à 1 an à l'avance, parce qu'ils font leur staffing 1 an à l'avance. Et pareil, avec beaucoup de contexte, le fait qu'il y ait tel et tel commerce, le fait qu'il fasse beau, pas beau, enfin, on met aussi beaucoup de données temporelles, notamment le climat, qui influe énormément sur le comportement des gens. Bah là, on arrive vraiment à avoir une super précision. On est au bord de 80-85% de précision 1 an à l'avance pour prédire ce genre d'affluence dans les bureaux. Je rajoute juste un point, en fait, l'intérêt de cette méthode qu'on a basée, au lieu de le baser sur le passé, parce que c'est ce qui se faisait souvent, c'est-à-dire qu'on sait que l'été dernier, comme il faisait à peu près cette température-là, on a eu tel comportement. En fait, l'intérêt de notre méthode, c'est d'ajouter vraiment l'environnement. Et ça, c'est intéressant parce qu'on peut après jouer sur les différents facteurs et voir quelle serait l'influence de rajouter telle chose sur l'affluence. Très bien, merci Alexandre, merci au tramway pour sa discrétion. Mais il était à l'heure, il l'avait prévu. Voilà. Et à bientôt. Merci. Alors Bertrand, on fait un petit crochet par CapScience. CapScience, c'est là où notamment où est installé le Fab Lab. Je ne sais pas si tu as entendu parler de le Fab Lab. Fab Lab, donc on va voir impression 3D notamment. D'accord. Et on va prendre des risques, donc tu feras attention en passant aux petites bestioles qui se baladent. Bonjour Nicolas, merci de nous recevoir à CapScience, donc lieu de découverte des sciences, musée, et puis nouvel espace ici en cours d'aménagement, donc merci de nous ouvrir la porte. D'un Fab Lab, donc un endroit où on va pouvoir découvrir un peu les nouvelles technologies. Oui, c'est un endroit où en fait il va y avoir la possibilité pour tout un chacun de venir et de trouver des machines qui jusqu'à présent étaient réservées à l'industrie, on n'avait jamais accès. Et là maintenant, ces machines elles sont là, elles sont partagées entre les différents publics du Fab Lab et du coup tout le monde va pouvoir y avoir accès très prochainement. Donc découpe laser, impression 3D, enfin des choses dont tu as entendu parler, j'imagine, Bertrand? Oui, sûrement. Et peut-être vous pouvez nous expliquer l'espèce de machine qui est juste derrière moi. Oui, alors derrière nous, c'est les différentes, parmi les applications du laser, eh bien, il y a justement ce genre de machine. Donc, ce qu'on va appeler une découpe laser, une machine qui va permettre, en fait, sur la base d'un fichier 2D, un dessin vectoriel, en fait, de pouvoir découper toutes sortes de matériaux, que ce soit du carton, du bois, du papier. Est-ce que j'essaie d'imaginer ça dans mon office, un peu relooké, mais il y a des plus petits modèles. Quelle application voyez-vous pour nous, Office de tourisme, et pour l'accueil du public? Alors c'est une machine que nous on utilise déjà, puisque ça fait près de 8 mois qu'on l'a réceptionnée à CapScience. C'est une machine qui nous sert notamment à faire de la signalétique. Là, en matière de signalétique, l'écomusée de Marquez, par exemple, on a réalisé leur nouvelle signalétique avec cette machine. Alors ici, on a effectivement une cagette, c'est une des toutes premières imprimantes 3D. Nous, ça fait près de 3 ans qu'on l'a, donc c'est un modèle vraiment un petit peu ancien, mais qui est encore fonctionnel. Des produits pour la boutique peut-être? J'y pensais, hein. Est-ce qu'on pourrait pas imaginer un produit boutique directement? Des emballages, du packaging. Tout à fait. Alors nous, ça fait partie des expérimentations qu'on cherche à mener parce qu'il s'agit aussi de trouver un modèle économique à ce genre d'activité. Et donc du coup, le fait de pouvoir générer des produits entre guillemets dérivés, soit des expéditions, soit des événements, c'est un billet pour faire entrer entre guillemets de l'argent. Et donc du coup, c'est ce qu'on a déjà fait sur l'exposition du T-Rex. On a réalisé différents modèles qui sont en boutique, à commencer par un petit porte-clés très simple avec le crâne du T-Rex pour aller vers des éléments un peu plus élaborés où on doit assembler les pièces pour pouvoir après décorer sa chambre ou son salon. Je crois que vous venez de trouver un nouveau client. Écoute, là, je découvre vraiment un nouvel appareil, des nouveaux usages qui à mon avis, vont révolutionner l'approche de nos métiers et l'approche que l'on a des objets, notamment dans les différentes boutiques. Merci en tout cas. Merci. 14,50, vous pouvez scanner votre carte d'abonnement, votre carte de fidélité. Qu'est-ce que tu fais là? Là, en fait, je viens de scanner un code pour pouvoir rajouter un tampon sur ma carte de fidélité Danton.
Et donc là, juste en scannant ce QR code et en ayant acheté la formule, ça m'a permis de pouvoir rajouter un tampon sur la carte de fidélité et tout est entièrement dématérialisé dans mon mobile. Il va quand même falloir que tu m'expliques tout ça, comment ça marche, comment on retrouve les données, comment je suis. J'ai plein de questions à te poser là-dessus. Pas de problème, j'ai plein de réponses. Laurent, merci de nous rejoindre pour le déjeuner, donc avec Bertrand de Saint-Émilion. Donc Laurent, tu as fondé, tu diriges Snap, qui a notamment lancé l'appli Feed.me, donc appli de fidélisation sur des cartes chez les commerçants dans la grande distribution. Donc c'est quelque chose qui forcément nous évoque quelque chose dans le monde de l'office de tourisme. Donc on va prendre quelques minutes pour échanger ensemble et qui nous présente un peu l'historique de la création et le service aujourd'hui que tu rends. Ouais. En fait, c'est très simple. On a créé Feed.me dans l'idée où chacun d'entre nous avions dans nos poches un mobile, des cartes de fidélité ou des cartes de crédit. Et on s'est dit, créons une application dans laquelle on puisse regrouper toutes ces cartes de fidélité plutôt que d'avoir un portefeuille qui déborde de bouts de plastique. Ça a été l'idée de base qu'on avait faite. Ensuite, il y a 2 ans, on a eu énormément de succès. On a atteint très rapidement le 1er million d'utilisateurs et on s'est basé sur le fait que l'application soit accessible au plus grand nombre. Donc on l'a fait compatible pour tous les mobiles, même les plus exotiques. Et, même les BlackBerry, d'accord. Non, et encore plus anciens. Et encore plus anciens. Ça marche aussi. Et en fait, on s'est dit que mettre ces cartes de fidélité de la grande distribution, c'est une chose, mais on a rajouté on va dire la couche de proximité. On a proposé aux commerces de proximité, aux institutions, de pouvoir fabriquer des programmes de fidélité dits à tampon, c'est-à-dire pour remplacer le sempiternel tampon encreur, là maintenant aujourd'hui on scanne un petit QR code, un petit code carré lorsqu'on passe en caisse et on a un tampon sur sa carte de fidélité. Et on a pu rajouter pour cela un service qui est proposé aux commerçants, aux institutions, qui leur permet de fabriquer leur programme de fidélité en ligne, de pouvoir dématérialiser toutes leurs relations clients et de pouvoir utiliser Feed.me comme support de leur carte de fidélité et de bénéficier surtout des 3 millions d'utilisateurs aujourd'hui qu'on a dépassé il y a quelques semaines, qui fait de Feed.me le porte-carte de fidélité mobile leader en Europe. Aujourd'hui, on a des données que personne d'autre n'a, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui la possibilité de pouvoir proposer directement dans le back-office des analytiques d'usage, des analytiques comportementales, des analytiques basées sur le profil de l'utilisateur, mais aussi quelque chose que personne n'a, des données croisées. C'est-à-dire que je peux savoir que tel utilisateur est plutôt orienté vers le sport ou la santé et beauté, mais qu'en même temps il adore aller au restaurant. Et on sait également évidemment de quel pays il est, dans quelle langue, l'application est en 18 langues. Donc toutes ces données, toutes ces métriques, c'est autant d'armes pour les commerçants ou nos clients ou les institutionnels pour maximiser leur stratégie digitale et toucher, envoyer le bon message à la bonne personne au bon moment. Puis tu es en train de me dire que là, on pourra avoir deux nouveaux aspects dans nos offices. À la fois créer notre propre carte de fidélité en termes de visite pour travailler tout le tourisme local. Mais est-ce que j'ai bien compris qu'en plus je pourrais obtenir des données générales des touristes qui consomment sur mon territoire pour mieux les appréhender? C'est exactement ça. On a d'ailleurs l'Office de tourisme de Bordeaux qui utilise ce système. On peut créer un programme de fidélité, on va nous fournir des éléments anonymisés des utilisateurs, mais on saura exactement en temps réel qui, quand, où, comment, pourquoi utilise le programme de fidélité. Et même dans la partie analytique poussée, on peut également avoir des informations sur l'identité de l'utilisateur avec certaines contraintes. J'ai peut-être une idée, ça veut dire que sur Feed.me, je pourrais proposer une des visites d'un de mes sites et que tu puisses les envoyer sur l'ensemble des utilisateurs présents sur la région? Ça, on sait faire, bien sûr, parce que chaque utilisateur, lui, va être régionalisé par rapport à son compte Feed.me. Donc on sait aller lui envoyer des notifications. On peut également cibler une typologie spécifique des utilisateurs. Si on veut cibler des Anglais, on peut cibler des Anglais. Si on veut cibler des Anglais qui sont déjà venus en France, on saura aussi parce qu'on a tous ces éléments de tracking. L'application étant en 18 langues, elle va pouvoir lire aussi le programme de fidélité dans la langue du touriste. Donc on peut encore plus affiner en fonction des choix, en fonction de la durée, en fonction de la période, en fonction de la typologie d'utilisateur. Et tu sais que nous on est souvent liés
à la notion de service public, etc. Et est-ce que tu m'assures vraiment cet anonymat ou est-ce que tu es en train de me vendre des profils de clients? Non, on ne vend aucun profil, on ne vend aucune donnée sur l'utilisateur, puisqu'on est justement très lié à la CNIL et à suivre, on va dire, à la lettre et à la virgule près leurs recommandations et les obligations. De toute façon, ce serait se tirer une balle dans le pied si on devait revendre des informations sur les utilisateurs, parce que les utilisateurs n'auraient plus confiance et partiraient tout de suite du service. C'est intéressant de suivre ça. Bon, donc tu vois, là, on est à 2 stations de tram, en gros. On arrive ici à l'auberge numérique, donc chez Aquitaine de la Communication. Donc l'auberge numérique, c'est un incubateur de jeunes entreprises. À quoi? Tu dis? Un incubateur. Un incubateur, une pépinière. Bon, on va t'expliquer tout à l'heure la syntaxe, mais on va rencontrer ici un bon nombre d'entreprises qui sont présentes, dont Parking Facile, donc on a utilisé le service ce matin. C'était hyper pratique. Et le côté auberge, c'est... Le côté auberge, c'est qu'on va faire le 4 heures ici. Allez, on y va. Bonjour. 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 Ludovic, enchanté. Bonjour. On a utilisé le service ce matin. Bonjour. Nicolas. Donc Parking Facile, on l'a testé, donc permet de se garer Absolument. chez les gens en fait. On va vous laisser nous l'expliquer plus dans le détail. Alors en fait, chez Parking Facile, on a développé une solution qui nous permet d'accéder à des parkings privés, que ce soit des entreprises, des bailleurs, des particuliers. Et on essaie de créer un réseau le plus complet de parking avec un maillage qui permet en fait aux automobilistes d'accéder, peu importe où ils sont, à un parking 40% moins cher que les prix de marché. D'accord, voilà. 40% moins cher, donc ça veut dire qu'il y a une rémunération de la part de celui qui met son parking à disposition. Exactement, voilà. La personne qui a un parking et qui ne l'utilise pas ou qui l'utilise très peu, genre juste le soir et les week-ends, qui le laisse libre la journée, peut louer sa place à ce moment-là. Donc nous, comme ça, nos utilisateurs peuvent se garer chez eux et donc le propriétaire est rémunéré. Nous, on s'est garé ce matin, mais donc ça veut dire qu'on peut se garer qu'une seule journée dans un de vos parkings? Alors pour le moment, oui, c'est de la courte durée, donc même 5 minutes si vous le voulez, vous êtes facturé à la minute. Et bientôt, on va y venir, mais après le lancement qui aura lieu en octobre, on fera de la longue durée. Donc c'est-à-dire là, cette fois-ci pour 1 mois, 2 mois, plusieurs mois, et ça sera du partagé. C'est-à-dire typiquement, un résident laisse sa place, donc sur les heures du bureau, sa place est libre, et là, c'est un travailleur qui va la prendre. C'est un vrai service aux touristes finalement, parce qu'une ville comme Bordeaux, c'est une vraie problématique, comme toutes les grandes villes, de se garer. J'ai peut-être une dernière question. Nous, qui représentons donc des offices de tourisme, est-ce que demain, il serait possible que nous disposions d'un lien au minimum, mais voire d'une collaboration commerciale avec une société comme la vôtre pour proposer votre service, non plus seulement aux locaux et aux travailleurs, mais également aux touristes? Ouais, pour nous, c'est même une belle porte d'entrée, parce qu'on sait que la mobilité, c'est quand même une vraie problématique pour les touristes. Et effectivement, on a une solution qu'on propose surtout aux Bordelais, et quand on sera dans d'autres villes, si on a la chance d'y être, ça sera surtout à des locaux. Et effectivement, je pense que des offices de tourisme, ça peut être une belle porte d'entrée pour toucher cette cible. Bonjour Cédric. Salut. Bonjour Cédric, Bertrand, Ludovic. enchanté. Alors on se retrouve devant le Grand Hôtel. Alors Bertrand connaît bien le milieu de l'industrie puisqu'il travaillait avant justement dans une grande chaîne bien connue. C'est ça. Maintenant directeur de Saint-Émilion donc, et on s'est fait un petit tour de la French Tech bordelaise. Et quand on lui a parlé de concierge, évidemment, c'est quelque chose qui l'a interpellé. Donc je te laisse présenter rapidement. Moi en fait je suis le responsable d'une conciergerie privée à Bordeaux qui s'appelle Rêve Exaucé depuis 2007 à peu près. Et j'ai eu l'idée de démocratiser le service pour qu'il s'adresse vraiment à tout le monde. Donc j'ai créé une application qui s'appelle Weedy, qui est un assistant personnel intelligent qui peut répondre à pratiquement toutes tes demandes. Donc, il faut avoir... il a beaucoup d'imagination. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je dis bien pratiquement. Et donc voilà, il va faire un peu tout ce qui est type de recherche possible et imaginable, info, tarifs, horaires, tout ce qui peut être sur le web. Il va faire aussi des conseils dans des lieux personnalisés, c'est-à-dire par rapport à tes goûts. Il va
trouver de la pertinence dans les choses qu'il va te proposer. Et puis il va aussi faire les réservations et la prise de rendez-vous. L'intelligence artificielle, cette fois-ci, est un outil au service de conciergerie, au savoir-faire humain. Le savoir-faire humain reste au centre de cet outil. Plus on l'utilise, plus il va être pertinent sur tes demandes. Mais tu n'es pas en train un peu de nous prendre une part de notre boulot, nous, office de tourisme, dont c'est le métier quand même de conseiller les gens sur ce qu'il y a à faire, les bons endroits locaux, comment... Non, nous on est une sorte d'accompagnateur du séjour. On n'est pas là pour lui donner des infos quand il arrive à l'office de tourisme, il va les prendre, mais après il est tout seul. C'est-à-dire qu'après, sur tout son séjour, il va être tout seul et nous on est là pour l'accompagner sur tout le séjour. Il a besoin d'un médecin parce que son enfant est malade, il demande à Weedy, il lui trouve. J'ai besoin de retrouver mon hôtel parce que je suis perdu, en plus je parle anglais, je ne trouve pas des gens qui parlent anglais. Weedy parle anglais aussi, donc il va l'aider à trouver une boutique, à trouver une adresse, les horaires de fermeture d'un musée. C'est-à-dire que nous, on peut travailler main dans la main avec l'office de tourisme, c'est-à-dire de finaliser par exemple une demande. Exemple, visite des châteaux à Saint-Émilion. Nous, il va nous faire la demande et on va utiliser l'office de tourisme et avoir récupéré vos compétences et vous allez finaliser la chose. C'est même un complément intéressant parce que ça peut te libérer en fait ton accueil de plein de questions récurrentes sans aucune plus-value auxquelles Weedy va pouvoir éventuellement répondre. Ce qui veut dire comment est-ce qu'on pourrait mieux collaborer aujourd'hui? Est-ce que vous avez déjà imaginé comment vous allez pouvoir travailler avec les offices de tourisme? Ça peut être le fait que quand on va dans un office de tourisme, on a une tablette ou une borne où on peut déjà poser quelques questions, surtout dans les périodes de pic, où on va justement aider les bornes, les guichets, et donc et surtout après. C'est-à-dire que quand la personne ressort, il repart avec une appli qui va l'accompagner sur tout son séjour. Et finalement, une de mes questions favorites, c'est le modèle économique là-dedans, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui est payant, qu'est-ce qui est gratuit, et au bout de 7 ans, comment ça marche? Alors, quand on va sur le site internet de Weedy, on peut s'inscrire et avoir une semaine offerte. Ensuite, comment ça fonctionne? Il y a un abonnement à l'année, mensuel, qui est de 9,80 € mensuel. Donc on n'est pas sur des tarifs exorbitants, sachant qu'il y a de l'humain derrière. Combien de collaborateurs travaillent avec vous pour qu'on comprenne bien? Pour l'instant, on est juste 4. Le mois prochain, on sera déjà 6. Et ça va être exponentiel. Il y a vraiment dans le schéma économique, j'ai trouvé des investisseurs privés de la région. Parce que mon intérêt à moi, c'est de créer des embauches. Exactement. Parfait. Merci, super bien Cédric. Merci. Merci de avoir consacré ce temps. À bientôt. On dit qu'on va boire un verre maintenant? Parce que là, on est épuisé. Ah oui, là. Bon, alors Bertrand, là, nous voici au Node. Donc le Node, hein, c'est un lieu qui est mis à disposition par la ville de Bordeaux et où se réunissent plein de boîtes d'individuels qui bossent dans le numérique pour se retrouver, pour discuter, des ateliers, louer une salle de réunion, un bureau, etc. Donc là, on va venir rencontrer quelques entreprises qui travaillent ici et qui se retrouvent régulièrement. C'est une colonie de vacances améliorée, en fait, ce que tu m'expliques. Ouais, enfin, c'est une colonie de vacances où on travaille sérieusement et on peut échanger des idées et puis on retrouver à quelques moments de convivialité aussi, parce que c'est pas parce qu'on travaille en numérique qu'on ne sait pas profiter des natures terrestres. Bonjour Amar, bonjour David, et merci du rendez-vous déjà ici dans ce bel endroit, le Node, qu'on découvre donc avec Bertrand. Donc, alors vous travaillez notamment sur des modélisations de cartographie des réseaux sociaux. Vous allez peut-être nous en dire un petit mot et sur vos rôles respectifs dans ce projet. Grosso modo, je suis chercheur au laboratoire Amical de l'Université de Bordeaux-Montaigne. Je suis spécialisé dans le marketing digital. Et depuis 7 ans aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup à l'impact des données, de la masse assez incommensurable de données qui traînent sur Internet pour pouvoir visualiser des territoires, comprendre les interactions qui s'y passent sur le web et les rapports sur le terrain concret et comment ça peut servir. Ces données peuvent servir aux stratégistes, aux gens qui sont en charge de développer les stratégies de valorisation des territoires. Et moi, je construis des produits qui permettent de faire ça, c'est-à-dire des produits qui permettent de collecter la donnée, de la stocker, de la traiter, de la visualiser. Vous êtes un acteur du tourisme. Votre mission est de valoriser
votre territoire, mais en réalité, la masse de données que vous produisez est infime par rapport à la masse de données qu'on produit à votre place sur votre territoire. L'idée, c'est de vous permettre d'intégrer le territoire numérique qui représente 5 millions aujourd'hui sur le web. Et ce territoire numérique est extrêmement hétérogène, extrêmement divers. Sans outils, vous ne pouvez pas avoir d'action stratégique sur ce territoire. Les plateformes que l'on développe, nous, c'est de modéliser, de réduire ce territoire comme une sorte de cartographie. Alors, par exemple, sur les réseaux sociaux, faire la carte des acteurs et des locuteurs qui parlent de votre marque sur telle ou telle plateforme. Parce que non seulement les comportements sont différenciés sociologiquement, mais géographiquement, les nationalités ne se comportent pas de la même façon, mais notamment pour les influenceurs. Pour les influenceurs, on n'a pas le même type d'influenceurs en fonction de la catégorie sociale ou de la géographie. Pour telle nationalité, de telle catégorie sociale, les boîtes de nuit, les acteurs des sorties de nuit, etc., peuvent jouer un rôle important sur leurs voyages, sur leurs produits, sur les produits qu'ils consomment. Pour telle autre nationalité, ça va être des blogueurs de tel type. Je vous donne un exemple très concret. On sait aujourd'hui l'importance que ça a pour les classes supérieures américaines, l'importance qu'ont les blogueuses féminines. Aujourd'hui, dans n'importe quel secteur économique, on a des phénomènes d'agrégation, de conglomérats, voire de positions monopolistiques. Le tourisme n'y échappe pas. On a 4, 5, 6, une dizaine de gros acteurs aujourd'hui qui font la pluie de beau temps à l'échelle planétaire sur la réputation d'un territoire, d'un produit, d'un hôtel, d'un restaurant. Mais il ne faut pas oublier que dans cette construction de la réputation, il y a une longue traîne. Ce qu'on appelle longue traîne, c'est une longue succession d'acteurs de plus en plus invisibles qui interviennent de plus en plus finement, certes avec peu d'audience. Mais si on fait statistiquement la somme d'audience de cette longue traîne, qui là engage des milliers d'acteurs, elle est largement supérieure aux 5 ou 6 acteurs qui sont les maîtres de 60% ou de 40% de la réputation de votre territoire. Évidemment, vous ne pouvez pas adresser vos préoccupations de marketing, les adresser à ces 10 000, 20 000 ou 30 000 acteurs. Notre objectif à nous, c'est de donner des outils analytiques qui vous permettent de filtrer 10 000 en 1000, 1000 en 150, en fonction de votre capacité d'action. Vous êtes un grand groupe, vous êtes une institution assez importante, vous pouvez mettre les moyens d'un plan marketing en adressant 1000 leaders, vous serez capable de les détecter. Vous êtes une petite commune, vous avez un objectif particulier, promouvoir la culture maraîchère, voire la culture des melons sur l'année 2013, eh ben, il vous faut 15 ou 20 leaders à inviter parce que vous avez un petit budget. Eh ben, on jouera avec ces 15 ou 20 leaders de longue traîne, plutôt que de perdre des fortunes dans du marketing de grosses organisations internationales. C'est bien. Bon alors Bertrand, on est là à la Cité Numérique, le bâtiment totem du numérique à Bordeaux. Donc c'est là où vont s'installer un grand nombre d'entreprises, des prestigieuses, des petites, et d'ores et déjà, alors que ce n'est pas encore tout à fait réménagé, on a quelques boîtes qui sont là, et donc on va les voir sur notamment de l'impression 3D, on en a parlé un peu hier, on va le voir un peu plus en direct, sur des objets qui vont peut-être te faire sourire à mon avis, mais tu verras peut-être une application dans ta boutique. On y va? On y va. Allez. Bonjour. Bonjour. Enchanté, Ludovic. Bonjour. Bonjour, Bertrand. Bonjour. Bonjour. Donc ici Bertrand, on est donc chez Novo 3D, qui fait, comme tu vois, de la modélisation 3D. Hein. On en voit quelques-uns qui déroulent sur l'écran. Je vais vous laisser nous expliquer un peu plus précisément. Bien sûr. Donc la spécialité de Novo 3D, notre cœur d'activité, c'est la restitution du patrimoine qui a disparu. C'est-à-dire que grâce aux univers virtuels, ce que nous faisons, c'est que nous permettons aux gens de se promener dans des lieux qui ont une valeur historique et qui aujourd'hui sont soit complètement disparus, soit trop endommagés pour pouvoir être visités correctement. Donc nous utilisons donc effectivement les univers virtuels pour redonner aux collectivités locales et aux villes donc tout leur potentiel de tourisme avec ces endroits qui aujourd'hui ne sont plus du tout exploitables. Voilà. Voilà, donc là on est dans le musée virtuel. Et si vous, avec l'Oculus, vous pouvez le visiter comme si vous y étiez. Donc effectivement, si vous vous tournez, vous allez voir que l'image tourne en même temps. Voilà. C'est exceptionnel. Bonjour madame. Voilà. Et donc effectivement, comme ça on peut vivre des expériences supplémentaires qu'on ne peut pas vivre dans le musée. Comme par exemple faire disparaître les vitrines et voir apparaître les informations ensemble. L'immersion est quand même totale. Hein. Voilà. On ne voit absolument rien à côté. Et encore, on a peu de son.
Bonjour Florent. Bonjour Ludovic. Enchanté. Bonjour, Donc on est chez Fabzat. Exact. On sort à l'instant de chez Nouveau 3D, donc qui fait de la modélisation 3D. Oui. Ici c'est de la création. Ici c'est de la création, c'est-à-dire qu'on transforme ce qu'il y a de virtuel fait par Nouveau 3D en objet réel. D'accord. Quel est le cœur de métier, enfin, ou le secteur dans lequel vous évoluez aujourd'hui Alors, ce que fait Fabzat, en fait, c'est des produits dérivés pour les jeux vidéo. Concrètement, on prend un jeu vidéo, on travaille avec l'éditeur pour que les personnages, les objets qui se retrouvent dans le jeu vidéo puissent être transformés en objets réels qu'on commande via une boutique qui est faite par Fabzat, qu'on met dans le jeu. Donc vous êtes dans votre jeu, et en quelques clics, vous allez transformer votre virtuel en réel, et c'est vraiment votre personnage qui sort. Là, on a un exemple avec Astérix. Cet Astérix, c'est celui que j'avais dans mon jeu, avec dessus mon prénom, ou mon login, et le score que j'ai fait. Donc ce sont des objets personnalisés à la volée, imprimés en 3D. On utilise également d'autres techniques que l'impression 3D, mais la plus visible est l'impression 3D. D'accord. Bertrand, j'imagine que personnalisation, figurine, tu penses à ta boutique, encore une fois. Exactement. Tout de suite, j'essaye d'imaginer comment une société comme la vôtre pourrait nous aider à créer des nouveaux produits de souvenirs et de boutiques qui puissent être personnalisables pour que je puisse ramener ma propre production un jour, ou en tout cas la commander via un site internet. Est-ce que ça, demain, après-demain, c'est envisageable? Demain, on fait ça avec... par exemple Cdiscount, où on permet à partir d'une photo de face et d'une photo de profil de créer un mini-moi, c'est sur leur site web. On fait ça avec une des plus grosses communautés de joueurs au monde qui s'appelle Minecraft. On permet de transformer le personnage Minecraft en objet, je l'ai ici, en objet imprimé en 3D. Celui-ci a une particularité, c'est que en plus c'est un objet fonctionnel, ça devient une clé USB. Donc oui, demain on peut faire ça. Notre objectif, c'est de trouver autant de partenaires que possible pour diffuser l'offre de création de produits personnalisés. Donc si vous avez un besoin, une demande, nous on est là effectivement pour répondre à ce besoin. L'impression 3D, au-delà de quelques centaines, peut-être jusqu'au millier, ça devient moins rentable que de faire de la production de masse. Par contre, on peut faire de la personnalisation de masse. Autrement dit, vous pouvez nous demander de produire 2000 objets différents, tous avec une petite particularité. Ce qui est sûr, c'est que quand on travaille avec un éditeur de jeu, qui va mettre sa boutique dans le jeu, il commence à gagner de l'argent au premier exemplaire vendu. Au premier exemplaire, il commence à gagner de l'argent. Là, je pense que ça te parle tout de suite. Ça commence à me plaire. En arrivant ici, j'avais un peu de mal à voir le lien qu'on pouvait faire demain entre notre ami Astérix et un monument du patrimoine ou un événement également. Je pense qu'on pourrait réfléchir à des événements. Là, j'y vois beaucoup plus clair et je repars, je crois, convaincu en plus. Tu vois au-delà du nain de jardin, au-delà de la figurine de jeu et du gamer, ce que tu n'es pas. Bon Bertrand, retour à la cité numérique de nuit cette fois-ci, donc pour un rendez-vous, le Labix, qui est la rencontre des geeks de Bordeaux, des hackers. Et là, je pense que ça va être un vrai rendez-vous en terrain connu pour terminer cette journée. Allez, après toi. J'ai mis tellement de temps à m'habituer. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue au Labix. Enchanté, Ludo. Bonsoir. Michel. Bertrand. Bienvenue au Hackerspace de Bordeaux. Bon alors Michel, c'est quoi le Labix? Le Labix, c'est un Hackerspace, donc un endroit où on donne la possibilité à tout un chacun de venir faire ce qu'il veut en termes de bidouille, construction de projets, électronique, informatique. Un Hackerspace, c'est une rencontre de différentes populations qui veulent partager ensemble des projets et des évolutions vers l'ouverture des systèmes open source, des systèmes, etc. D'accord, en co-construction. Vous vous donnez rendez-vous ici tous les combien à peu près? Alors tous les mardis soirs et tous les vendredis soirs, on a des réunions qui commencent vers 7h et qui finissent à pas d'heure. Et puis on a des formations, des sessions de formation qui sont tous les lundis. Et puis petit à petit, on essaie de faire des formations différentes. On va voir quelques projets. Super. Allez. Bonsoir Damien. Bonsoir. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Qu'est-ce que c'est que ce robot? C'est un robot à forme un peu humanoïde. C'est fait avec une imprimante 3D. Donc, toutes les pièces qu'on voit en bleu sont sorties d'une imprimante 3D. C'est des plans en fait, qu'on peut trouver sur internet. Il suffit de récupérer les modèles 3D, les imprimer, les assembler.
Et après, on peut construire. La personne qui fait ça sur Internet a fait les plans pour toute la tête, le buste, avec une partie encore supplémentaire en bas que je n'ai pas encore assemblée, ainsi que les bras. Pour l'instant, moi, on voit que c'est des pièces. D'ailleurs, il y a quelques temps, il y avait la tête complète, là, et je l'ai démontée parce que c'était un peu chaud. Mais c'est le concept, à mon avis, ici. Hein. Je peux vous montrer un tout petit peu en fonctionnement. C'est juste un début, mais on peut voir un petit peu, notamment la main. Donc, le fonctionnement là, c'est simple, hein. En fait, c'est comme des tendons, finalement, c'est des fils. En tirant d'un côté, ça lève le bras et ça referme de l'autre côté. Ah, c'est le mécanisme qui plus évolué. Ouais. Après, ça n'a pas énormément de force. C'est pas fait pour, c'est juste pour démontrer le principe, on va dire. Bon alors Bertrand, on sort du BioLavix. Donc là, on a peut-être moins d'applications concrètes et directes que d'autres rendez-vous qu'on a eu tout au long de la journée, mais un truc qui est quand même rigolo à voir. Un décalage, si tu veux, complet. Ouais. C'est-à-dire, en entrant, on n'est pas du même monde. Ouais. On pourrait les qualifier sûrement de farfelus qui bricolent leur ordinateur, et moi mon imprimante 3D, et moi mon robot qui marche tout seul. Puis finalement, avec un peu de recul, il y a vraiment cette notion du part d'humain et d'échange qui nous a été très bien expliquée et transposée. Oui, Michel a insisté beaucoup sur ce côté, on se retrouve, on est curieux, on veut découvrir, on veut changer les choses, on lutte contre l'obsolescence, toutes ces choses-là qui sont effectivement très humanistes. Voilà, la notion de communauté. Pas de pognon entre nous, pas d'enjeu. Pas de lutte pour gagner quoi que ce soit, mais uniquement de l'échange. Et ça, c'est vraiment une notion intéressante qu'on doit retenir. Peut-être même qu'on peut retenir de toute cette journée. En fait, 11 rendez-vous qui, pour moi, sont d'un décalage hallucinant. Mais toujours derrière cette soif de démocratiser ou de mieux expliquer ce qu'ils font et ce qu'ils tentent de développer. Bon écoute, je te propose qu'on te ramène à ta gare parce que sinon tu vas rater ton train et tu auras une petite demi-heure je crois pour réfléchir à tout ça. Allez, merci. Bon, ça va ? Impeccable. Ouais. Eh bien, écoute, je t'avoue une journée exceptionnelle. Ouais. Content de tes rencontres ? Ouais, des vraies rencontres, des vraies découvertes sur des milieux, des secteurs d'activité totalement méconnus pour moi, et qui aujourd'hui me font entrevoir un futur possible avec ces nouvelles technologies et ces nouvelles entreprises pour tous nos métiers d'office de tourisme. Et de nouveaux fournisseurs. Ouais. Je te remercie vraiment pour, pour cette opération. Merci beaucoup. Très sympa de partager ça avec toi. C'était exceptionnel. Bon retour. Donc au plaisir. Et puis un grand merci à nos amis d'AEC qui nous ont permis de caler tous ces rendez-vous. Exactement, c'était vraiment... Merci beaucoup. Allez, à bientôt. Salut. On se revoit après de toute façon. Oui.